Bonjour à tous, bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et Innovation de De Vinci Exécutive. Je m'appelle Élodie Renaud et je suis avec Blandine Samb, également Futuri Talent de la promotion 2023. Bonjour Blandine. Bonjour Élodie. Dans cet épisode, nous allons parler des innovations technologiques au service de la médecine, un sujet qui te passionne particulièrement. Aujourd'hui, la demande mondiale en matière de technologie médicale est en forte augmentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, comme tu l'as bien dit, selon une étude du cabinet Deloitte, le marché des soins de la santé est estimé à environ 7,8 billions de dollars à l'heure actuelle. Il devrait atteindre les 10 billions de dollars au cours des 4 prochaines années. Et pourquoi une telle évolution? Cette évolution, elle est notamment due à la croissance exponentielle des technologies, à la médecine personnalisée et aussi aux nouveaux produits en expansion sur le marché et à la demande croissante de services des soins. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce qu'est la MedTech? Alors, la MedTech, selon la définition de l'OMS, définit le concept comme l'application des connaissances et de compétences organisées sous forme d'appareils, de médicaments, de vaccins, de procédures et des systèmes développés pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie. Ok. Donc, autrement dit, la MedTech regroupe toutes les technologies qui sont destinées à l'environnement de soins et désigne aussi bien un site de prise de rendez-vous en ligne qu'un organe artificiel ou un robot chirurgical. Exactement. Et combien d'entreprises composent le marché aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en Europe, on a environ 250 000 entreprises MedTech. En France, le marché est estimé à environ 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En gros, on a à peu près 1300 entreprises qui développent et commercialisent des dispositifs médicaux, dont 92% de PME et 13% qui font exclusivement de la recherche et développement, selon BPI France. C'est énorme. Il faut dire que la pandémie de coronavirus a radicalement changé la vie quotidienne des gens dans le monde entier. Et les nouvelles technologies ont donc prouvé leur importance et leur efficacité dans les périodes de crise sanitaire. Tout à fait. Elles sont de plus en plus utilisées en médecine. Elles permettent de surveiller en permanence notre santé, limiter nos sorties, faciliter les soins des personnes âgées qui sont, comme tu le sais déjà, des personnes extrêmement vulnérables lors de crises sanitaires. Et le développement des technologies médicales, de l'intelligence artificielle, l'utilisation d'algorithmes et autres solutions informatiques contribuent à améliorer les soins médicaux et aident les établissements de santé à réduire leurs coûts et soulager aussi le personnel qui, comme on l'a pu le voir pendant la pandémie, avait énormément de difficultés à suivre le rythme. En fait, c'est une véritable chance finalement pour les pays en développement et aussi pour lutter contre les déserts médicaux. C'est ça. En fait, aujourd'hui, les nouvelles technologies aident à améliorer et à réaliser des diagnostics à moindre coût. Donc, par exemple, à l'étude des systèmes inspirés du smartphone, permettant de diagnostiquer des maladies dans des régions qui ne disposent pas aujourd'hui des dernières technologies médicales. La téléconsultation aussi a permis d'améliorer les soins, l'accès aux soins pour les patients. Mais également pour les médecins, pour faciliter la vie du quotidien des médecins. Elle représente un atout non négligeable pour les zones rurales et les pays en développement. Alors en France, si le nombre de médecins semble important, environ 200 000, la répartition sur le territoire demeure très inégale. La télémédecine apporte aujourd'hui des solutions, comme tu disais, aux déserts médicaux, vraiment. Et ça permet aussi de développer des maisons de santé sur les territoires pouvant travailler en téléconsultation avec des hôpitaux. Et grâce à ces applications, ça permet aussi de des transferts de données médicales, tels que les résultats d'analyse ou des radios, afin d'éviter en fait le transfert de patients parfois inutiles dans les services d'urgence. Comme tu peux le constater, en fait, l'essor de la téléphonie mobile dans les pays en développement permet d'améliorer aujourd'hui l'offre de la santé grâce à la télécommunication. En Inde, un patient vivant dans une zone rurale peut aujourd'hui retirer un médicament en pharmacie avec un SMS de prescription dans un centre de télémédecine. En Afrique, la télémédecine est utilisée comme des outils de formation pour les étudiants, par exemple.
Ah oui, donc on peut penser finalement que le développement des nouvelles technologies au service de la santé va modifier considérablement le rapport entre médecins et patients. C'est exactement ça. Avec la téléconsultation, pardon, le médecin et le patient n'ont plus besoin d'être dans les mêmes pièces, ce qui permet aussi d'introduire une distance psychologique en plus de l'éloignement. Face à ça, les patients et les médecins sont, comme j'ai dit, ça améliore tout à leur quotidien et le langage corporel est moins présent. Donc, pour des personnes qui ont des problèmes de santé très importants, c'est quand même une évolution qui est pas mal. Alors, Oui, avec qui est majeur. la multiplication des sites internet consacrés à la médecine, aujourd'hui, les patients ont de plus faire de plus en plus de recherches par eux-mêmes. Et c'est un bonheur pour eux aujourd'hui, même pour nous tous, je pense. Et les informations en ligne, grâce aux réseaux sociaux, ça nous permet aussi de partager d'informations avec les centres médicaux et qui développent eux-mêmes du coup leur site aujourd'hui avec des infos pertinentes pour les malades, parce qu'effectivement sur Internet on peut aussi trouver pas mal de choses qui sont pas forcément des vrais résultats. Donc là, moi, les centres médicaux, eux, ont leur propre site officiel qui peuvent permettre d'avoir des réelles informations. Et le fait que les nouvelles technologies biomédicales ne soient pas présentes partout dans le monde, bon, on voit que ça a contribué à l'essor du tourisme médical. Certains patients vont en effet chercher ailleurs les soins innovants auxquels ils n'ont pas accès dans leur pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la réglementation, elle varie selon le pays. Donc dans le domaine de la procréation médicale assistée, PMA. Donc on peut citer le cas des bébés à 3 parents, par exemple, dont le Royaume-Uni a autorisé à la conception. Donc ça permet à des patients aujourd'hui, dont la réglementation n'autorise pas en fait à faire ce type d'intervention. Ça permet aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup de patients des moyens de santé innovants qui n'ont pas dans leur pays d'origine. Donc, Mhm. dans un autre domaine aussi, il y a des traitements de pointe contre les cancers, comme l'immunothérapie, qui ne sont pas disponibles partout. Donc, certains patients lancent des appels aux dons sur Internet pour obtenir des sommes nécessaires pour ces traitements, comme on dit, des traitements de la dernière chance, qui sont disponibles notamment aux États-Unis. Donc, Mhm. la pratique de la télémédecine au-delà des frontières soulève de nombreux problèmes en termes de responsabilité juridique et traduction, erreurs dans ce domaine pouvant mettre en danger la vie d'un patient. Oui, on peut également évoquer les problèmes que la numérisation des données soulève en termes de confidentialité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sujet a été abordé notamment en France lors des États généraux de la bioéthique en 2018. Le fait d'ouvrir des données qu'on appelle open data, il peut va à l'encontre du secret médical, comme tu l'as bien dit. Et en février 2018, du coup, à la suite, un contrôle réalisé par la base SNIIRAM, la Commission nationale de l'informatique et de la liberté, la CNIL, a mis en demeure l'assurance maladie afin de réformer en fait ses moyens de sécurisation de son site. Donc par ailleurs, de nombreuses données collectées à l'insu des patients lors des recherches sur Internet ou des objets connectés pourraient être utilisées à des fins commerciales aussi. Donc c'est un peu Hmm. le contre, on va dire le contre-coup de ces innovations-là en fait aujourd'hui. Donc avec les nouvelles technologies en santé les problèmes éthiques j'ai pu mentionner, il y a beaucoup d'interrogations sur qui dépassent les frontières en fait aujourd'hui, puisque tout le monde peut avoir accès à quasiment toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui dans le monde. Donc Mhm. ce n'est pas qu'un problème qu'on doit résoudre à terme nationalement, mais mondialement. Bien sûr. Et concernant les technologies de l'information, une multitude de solutions informatiques est mise à la disposition des établissements de santé, des prestataires de soins, des patients et de la population finalement dans son ensemble. De quoi s'agit-il précisément? Alors, il s'agit notamment des systèmes d'information cliniques utilisés dans les organisations hospitalières qui permettent, entre autres, la gestion des dossiers de patients informatisés, résultats de laboratoire et d'imagerie médicale. De plus en plus d'organisations aujourd'hui utilisent la télémédecine, dont la téléconsultation, les téléradiologies et les télésoins à domicile, qui aujourd'hui permettent de fournir un meilleur accès aux soins de la santé aux patients qui sont géographiquement isolés ou qui ont perdu leur Mhm. autonomie liée à leur pathologie. Mm, bien sûr. Et qu'en est-il du coup de la téléconsultation? En France, on a commencé à mettre en place ce système de télécommunication
de téléconsultation, je vais y arriver, hein, en 2009. Donc, le 10 octobre 2010, un décret a été publié pour définir la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance et également la télésurveillance. Donc, les premières téléconsultations ont été effectuées dans la ville de La Celle-sur-Bièvre, dans la région du centre de Val-de-Loire. Donc, ça a été à titre exceptionnel pour pallier le manque de médecins dans cette zone. Donc, c'est à partir du 15 septembre 2018 que la télécommunication s'est répandue sur tout le territoire et devient aujourd'hui un moyen d'avoir une consultation réellement remboursée par la Sécu. Il y a des startups qui ont vu le jour, comme CAR, qui a été financé par AXA. Il y a Doctolib qu'on connaît tous, Medalise, Bien sûr. qui propose des téléconsultations et facilité d'accès aujourd'hui pour les patients isolés et éviter des déplacements inutiles, comme je disais tout à l'heure, et assouplir aussi tout ce qui est traitement administratif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces plateformes, on a accès directement aux ordonnances, aux certificats, aux résultats d'examen. C'est super pratique pour le médecin et le patient. Donc après, au-delà de la mise en place de ces solutions, la téléconsultation, elle a deux enjeux importants. Donc assurer le remboursement du patient par la Sécu et protéger les Ouais, données personnelles avec la loi RGPD. bien sûr. Et la Covid-19 a accentué la pratique de la téléconsultation. Hein, on l'a tous vécu. Oui. Comment le gouvernement a-t-il participé à son développement? En fait, il a amélioré les mesures d'accès pour le patient. Donc aujourd'hui, le patient a la possibilité de consulter un autre médecin que son médecin traitant, ce qui n'était pas forcément le cas avant, tout en étant remboursé par la Sécu. Ça donne aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, aux soins depuis l'étranger. C'est d'accès aux soins facilités, mais aussi une meilleure disponibilité des médecins, parce que comme on le sait aussi, c'est compliqué d'avoir parfois des rendez-vous. Donc avec ces différentes plateformes, ça facilite en fait le traitement des patients. Bien sûr. Et l'avantage, c'est que le patient perd moins de temps aussi dans les transports et les échanges de documents ou d'informations avec le médecin sont d'autant plus simplifiés. Alors, la MedTech a beaucoup investi dans la robotique chirurgicale. Est-ce que tu peux nous en donner quelques applications concrètes? Alors, il y a environ 10 ans de ça, il y a eu l'apparition du robot chirurgical qui a été développé par DaVinci Intuitive, pardon, et qui a vraiment révolutionné les méthodes d'opération aujourd'hui. On est toujours dans la chirurgie minimale invasive, mais le chirurgien, grâce à la technologie aujourd'hui robotique, a une vision tridimensionnelle de sa vision optique. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de tridimensionnel, c'est qu'aujourd'hui, il peut, avec l'aide d'ordinateur, voir l'intérieur du corps d'un patient sans spécialement, par exemple, faire une opération comment on peut dire, une opération ouverte, c'est ça? Ouais, très invasif, très. Oui, c'est ça en C'est fait. Hein. ça, Ouais. exactement. Et après, il y a aussi d'autres avantages. Ça permet la mobilité des 7 dimensions grâce aux articulations de ce robot et qui s'avère supérieur à celle de la main ou de la poignée du chirurgien. Pour la première fois, le chirurgien il peut opérer maintenant assis sur une console et dirigeant à distance les caméras et les instruments. Donc oui, on a eu pas mal de développement aussi en termes de robotique initialement limité à l'urologie et aujourd'hui qui se répand extrêmement rapidement dans la chirurgie viscérale, thoracique, cardiovasculaire et gynécologique. Et ça constitue une formidable avancée technologique dans la prise en charge des patients. Les avantages sont indéniables. Hein. Opération moins invasive, risque et infection nosocomiale diminuée, récupération du patient facilitée. Exactement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on sait que le marché de la robotique chirurgicale devrait dépasser 3,9 milliards de dollars dépasser plutôt 3,9 millions de dollars en 2018 et pour aller jusqu'à 6,5 milliards en 2023, selon une étude d'un cabinet qui s'appelle Market and Markets. Donc, comme on le sait, hein, bien qu'aux États-Unis, c'est devenu une pratique courante, en Europe, l'utilisation d'un système chirurgical comme celui de DaVinci est en cours de développement. Et la technologie rend aussi un grand service au personnel en situation de handicap, notamment avec des prothèses qui sont toujours plus esthétiques, plus fonctionnelles. Je dirais même à quand les prothèses bioniques? Alors, les chercheurs aujourd'hui travaillent énormément et constamment sur l'évolution des prothèses, surtout en termes de performance, pour provoquer des sensations perdues en termes de chaleur ou de toucher. Et ils pensent également que dans 20 à 30 ans, la capacité de régénération pourrait être possible chez l'homme grâce aux prothèses, effectivement.
L'intelligence artificielle joue également un rôle prépondérant dans l'imagerie médicale, dans la détection d'éventuelles tumeurs dans les tissus humains. Oui, c'est vrai. Tu as totalement raison. Aujourd'hui, elle ne substitue pas l'expertise des professionnels de santé, mais elle permet d'appuyer leur diagnostic. L'apport à l'IA est notable. Une rapidité d'exécution des tâches de contourage, c'est-à-dire la zone anatomique à cartographier sur le corps, une détection plus fine et précise des tumeurs et une meilleure adaptation des traitements. Donc sur ce dernier point, l'IA prend en compte les changements physiques du patient, comme par exemple la prise de perte de poids, pour ajuster les dosages des traitements et éviter des complications qui pourraient toucher d'autres tissus intacts. D'accord, c'est fabuleux. Et le deep learning, Kezako, je dirais, Kezako. Alors, c'est la véritable promesse de l'IA en imagerie. Alors, elle permettra d'analyser sur un petit nombre de patients souffrant d'une même maladie, comme l'arthrose par exemple. La technologie serait de mesurer et détecter l'IRM des présymptômes impossibles de voir à l'œil nu, l'œil humain. Et le médecin pourrait prendre des mesures prédictives pour soigner les patients apparemment sains. Que d'aventure. Quelle évolution, c'est incroyable. Ah, ça, je te confirme. Eh bien, ouais, écoute, je te remercie, Blondine, pour toutes ces informations qui nous permettent de brosser un panorama de la medtech et des avancées technologiques dans le monde de la santé. Merci à toi, Elodie, pour l'invitation. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Let's Go Digital.